Le conflit qui a changé le Moyen-Orient en profondeur et défini les équilibres géopolitiques régionaux qui subsistent aujourd'hui. Ici, Xavier Garceau a aujourd'hui l'histoire, la guerre des 6 jours ou le point tournant de l'histoire du conflit israélo-palestinien. L'Amenazmear, Shir Mizmor, c'est le nom de cette chanson que vous venez d'entendre, date de 1968. Interprétée par la chanteuse israélienne Geoula Gil, où l'on chante les loisirs de la victoire sous l'accent religieux, symbole de la résurgence de l'influence de la religion dans la société israélienne, après la guerre des 6 jours, dont beaucoup attribuent la victoire à une intervention divine. Au cours de cette guerre éclair, Israël surprend par l'efficacité de ses offensives et s'octroie le plateau du Golan, la Cisjordanie, la bande de Gaza et le Sinaï. Dès lors, les Israéliens investissent les territoires occupés par l'implantation des colonies juives, le tout surplombé d'une justification divine. À cette mission, les tensions et le revanchisme arabe qui suit la guerre empirent encore plus les relations entre les États arabes se remobilisant dès 1973 pour reprendre leur territoire. Israel's port city of Elath, one of the Middle East's hottest spots, following a blockade of the Gulf of Aqaba by the United Arab Republic. 10 years ago, Israel went to war over the same blockade, which cut off oil pipelines to Haifa refineries. Oil tankers and vital shipping arrive at this important city. The provocative war of nerves causes Israel to call up army reservists, ordering them to active duty to augment the regular 70,000-man Israeli armed force. Premier Levi Eshkol says Israel has no intention of attacking its Arab neighbors, calling for a mutual reduction of Arab-Israeli forces massed along the border. But, taking no chances, tank units go through battle maneuvers in the Negev desert. While UN Secretary General U Thant talks with UAR President Nasser, both the United States and British governments instruct their nationals to leave the Middle East area. Cette fois-là, c'est un bulletin de nouvelles de l'Universal Newsreel de 67 faisant état de tension israélo-arabe quelques jours avant le début de la guerre. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Ilan Gonskal, professeur d'histoire du Moyen-Orient à l'Université Lyon-Negro et plus spécifiquement spécialiste du conflit israélo-arabe. Bonjour. Bonjour. Quel est le contexte mondial dans lequel s'inscrit la guerre des 6 jours? Dit autrement, quel est l'ordre mondial dans lequel se situe le monde à cette époque-là? Oui, donc à cette époque-là, on est dans le contexte de la guerre froide. À cette époque, le monde est divisé idéologiquement entre deux blocs. D'un côté, les pays capitalistes de l'Ouest, où la principale puissance sont les États-Unis. Israël fait partie de ce bloc. De l'autre côté, on a les pays communistes principalement concentrés dans l'Est de l'Europe, où l'URSS est lui le fer de lance. Ce bloc communiste soutient de nombreux États arabes qui sont des régimes socialistes. Parmi ces États, on compte l'Égypte, on compte la Syrie, on compte l'Irak ou l'Algérie. Et ce bloc aussi se fait le soutien principal de la cause palestinienne. Depuis 1962, on reste dans la guerre froide, certes, mais on est dans une nouvelle ère de la guerre froide. La crise des missiles de Cuba, elle a lieu cette année-là, en 1962, et on a risqué un conflit nucléaire. Juste après la crise des missiles, on entre du coup dans la détente, comme je l'ai dit. C'est un relâchement des tensions entre l'URSS et les États-Unis qui se marque également par le baisse du risque d'une guerre nucléaire. Donc c'est en gros le contexte mondial dans lequel on est à cette époque-là. Oui. Dans le monde arabe plus spécifiquement, quels sont les événements ou les phénomènes qui viennent nourrir Israël, un très grand foyer de tension dans les années qui précèdent la guerre? Oui, donc il faut savoir que depuis son indépendance en 1948, Israël a constitué le foyer de tension principal au Moyen-Orient. Depuis 1948, plusieurs conflits ont éclaté entre Israël et les États arabes. Il y a eu la guerre d'indépendance en 1948 qui a été une victoire d'Israël et certaine humiliation déjà pour les Arabes.
et qui a également déclenché, enfin en tout cas qui a entraîné sur les routes plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens. En 1956, il y a eu la crise de Suez. Pareillement, c'est une victoire militaire israélienne, mais un tollé diplomatique parce que la victoire et en tout cas l'opération militaire israélienne est dénoncée par la communauté internationale. Ça va profiter à l'Égypte, qui à l'époque dirigée par Gamal Abdel Nasser, qui s'impose comme le porte-parole du monde arabe. Depuis cette période, notamment en 1956, les casques bleus quadrillent la frontière entre l'Égypte et Israël, symbole un petit peu des tensions très latentes qui existent à cette période entre l'Égypte et Israël. Et enfin, jusqu'en 1967, on a des escarmouches ponctuelles entre la Syrie et Israël. Donc on voit quand même que la région est très tendue. Bon, le contexte régional est aussi celui du mouvement de décolonisation et d'émancipation du tiers-monde. Et le tiers-monde, eh bien, en fait, le monde arabe en fait partie intégrante. L'idéologie qui porte ce discours dans le monde arabe, ça s'appelle le panarabisme, qui veut grossièrement, en gros, l'union des Arabes pour le développement économique, politique et diplomatique du peuple arabe et une lutte plus efficace, en tout cas, contre l'État d'Israël. En même temps, c'est que le Moyen-Orient est tout à fait solidaire vis-à-vis de la cause palestinienne. Pourquoi? Eh bien, non seulement parce que les Palestiniens sont des Arabes, mais aussi parce qu'Israël ont conquis leur territoire en 1948. Et Israël, eh bien, c'est une anomalie qui a un avant-poste juif et occidental au Moyen-Orient. Oui, donc maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques semaines avant le déclenchement de la guerre, quelles sont la suite des événements qui vont mettre le feu aux poudres et prendre conscience aux États de la région qui se préparent à une guerre imminente? Tout à fait. Donc, dans les semaines qui précèdent la guerre, c'est-à-dire les causes les plus immédiates du déclenchement de la guerre des 6 jours, en fait, c'est un mélange d'escalade militaire et une série de bourdes diplomatiques en série pendant le mois de mai 1967. D'abord, le 13 mai, les Soviétiques font de faux signalements de troupes israéliens vers la Syrie. Et ça va mettre les Arabes en alerte. Et ils vont y réagir. Dès le 18 mai, les casques bleus sur la frontière égyptienne et israélienne sont évacués par Nasser. Et finalement, le 22 mai, ça va être le point de non-retour à cette sorte de crise diplomatique et militaire, puisque les Égyptiens font un blocus du détroit de Tiran aux navires israéliens. Du coup, et les navires israéliens, justement, ne peuvent plus accéder à la mer Rouge, qui est un point vital pour le commerce israélien. Et ça, c'est perçu comme une déclaration de guerre. Dans les jours qui suivent aussi, on va voir la France, qui est un grand fournisseur d'armes à Israël, va lui imposer un embargo militaire parce que la France est assez apeurée du risque d'une guerre au Moyen-Orient. Et en même temps, on va voir la Jordanie et l'Égypte qui s'associent dans un pacte de défense mutuelle et de commandement unifié, tandis que les deux pays et la Syrie vont se masser aux frontières d'Israël. L'opinion populaire arabe, quant à elle, elle est complètement galvanisée par un discours qui est anti-israélien, qui est particulièrement virulent. Ce discours, en gros, il peut s'incarner par cette phrase de Nasser qui prononce le 26 mai à la radio du Caire, qui est: notre objectif fondamental sera la destruction d'Israël, le peuple arabe veut se battre. Ça a le mérite d'être assez clair. D'autant plus que les Arabes sont aussi motivés par le fait qu'ils sont certains de gagner contre un ennemi qui est moins bien armé, numériquement en tout cas, et qui est moins nombreux surtout. C'est ça le principal. Oui, donc suite à la déclaration de guerre donc, le 5 juin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui va se passer durant le début donc, de la guerre donc, du 5 au 7 juin, peut-être plus précisément de ce qui se passe sur les fronts, notamment égyptiens et jordaniens, s'il vous plaît? Ouais, exactement. Donc c'est vrai que tous les facteurs que j'ai pu mentionner précédemment, quand on met tous ces facteurs additionnés, c'est vrai que ça met une grosse pression sur Israël. Et ça va pousser justement l'État d'Israël à une attaque préventive pour prendre de court une potentielle invasion arabe qui semble imminente. Donc, le matin du 5 juin 1967, Israël va mener une attaque aérienne sur le Sinaï, possession égyptienne, ce qui va mettre l'aviation égyptienne hors service en seulement 6 heures. Israël va donc agir après cette attaque éclair selon une stratégie de blitzkrieg. C'est un mot allemand qui signifie guerre éclair. Et ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'Israël va directement envahir le Sinaï, alors que les Égyptiens, eh bien, ils sont complètement désorganisés parce qu'ils n'ont plus d'aviation, ils ne peuvent plus contre-attaquer. Du coup, la bande de Gaza va être reconquise en seulement 3 heures, de 9 h à midi, le 5 juin.
Et le Sinaï est conquis, lui, dès le 7 juin. Et c'est un territoire très grand, hein. C'est un territoire qui fait environ 50 000 km². C'est 2 fois Israël. Et justement, dans le Sinaï, Israël va notamment prendre le contrôle du canal de Suez et de la ville de Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, c'est la ville qui est à l'entrée du détroit de Tiran, qui avait été bloquée par l'Égypte quelques semaines auparavant. De son côté, la Jordanie, elle va attaquer le 6, hein, donc le lendemain du début de la guerre, notamment grâce au communiqué erroné de l'Égypte, qui affirme que la riposte égyptienne est foudroyante et qu'Israël est surmené, ce qui est totalement faux. Mais ça va motiver à la Jordanie à attaquer sans plan précis. Et ça va jouer contre la Jordanie, justement, parce que ça permet à Israël de contre-attaquer, puisqu'ils sont déjà en train de mener à mal l'Égypte. Et ça va permettre donc de contre-attaquer et de prendre Jérusalem-Est et la Cisjordanie dès le 7 juin. Et donc le 8 juin, l'Égypte et la Jordanie vont finir par signer un cessez-le-feu avec Israël parce qu'ils sont complètement battus à plat de couture. Donc, je sais que la guerre ne se finit pas le 8. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui va se passer donc, du 8 jusqu'à la fin de la guerre, donc le 10, notamment avec le nouveau front syrien? Oui, donc c'est vrai. Israël va s'engager le 8 juin en Syrie. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la Syrie a activement participé à envenimer les relations dans les semaines qui précèdent la guerre. Et surtout, en fait, la Syrie a déclaré la guerre à Israël, mais n'a pas mené d'offensive depuis le déclenchement de la guerre le 5 juin. Donc, en fait, à partir du 8 au 10 juin, les Israéliens vont prendre le plateau du Golan, qui est à la frontière entre Israël et la Syrie. Pourquoi ils le prennent? Eh bien, surtout parce qu'en fait, c'est un point très stratégique du point de vue militaire. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, il est en hauteur par rapport aux plaines du côté israélien comme du côté syrien qui sont autour du plateau. Donc, le 10 juin, eh bien, encore une fois, les Syriens sont acculés, ils se replient vers Damas et sont forcés de signer un cessez-le-feu avec Israël le même jour. Eh bien, par la même occasion, du coup, la guerre des 6 jours est finie, le monde arabe est humilié. Eh bien, 46 jours, Israël a conquis la bande de Gaza et le Sinaï à l'Égypte, le Golan à la Syrie et Jérusalem-Est qui est donc réunifié. C'est un gros symbole pour les Israéliens. Donc, Jérusalem-Est et la Cisjordanie ont été pris à la Jordanie et c'est ainsi que se conclut la guerre des 6 jours. Donc, on le sait, la guerre implique toujours des dégâts plus ou moins graves. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler du bilan humain et matériel des deux camps à la fin de la guerre? Oui. Donc, pour le côté israélien, donc, le bilan humain est très peu élevé dû à la guerre éclair qu'ils ont menée. Donc, environ 800 soldats auraient perdu la vie lors du conflit. Pour le bilan matériel, seulement une quarantaine d'avions auraient été détruits du côté israélien, donc ce qui est très peu. Par contre, pour le côté arabe, le bilan est beaucoup plus lourd, donc environ 20 000 soldats morts. Environ la moitié seraient égyptiens. Il ne faut pas oublier aussi que suite à la prise de la Cisjordanie, environ 300 000 réfugiés palestiniens ont fui. De plus, le bilan matériel est tout aussi catastrophique. Donc, du côté arabe, environ 450 avions militaires auraient été détruits et des centaines de chars auraient été aussi détruits. Ok. Donc, suite à la prise de territoire des Israéliens, comme on l'a mentionné précédemment, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'administration des régions qui ont été conquises, hein, comme le Sinaï ou la Cisjordanie ou le plateau du Golan, et quelles conséquences ça va avoir sur la suite des relations entre Israël et les pays de la Ligue arabe? Oui, donc dès la fin des hostilités, Israël va lancer des politiques de gestion des territoires occupés. Donc, c'est des politiques très intransigeantes à l'égard des populations locales. Donc, par exemple, à Jérusalem-Est, des habitants vont être expropriés, leurs logements vont être détruits. Dans les territoires donc, nouvellement conquis, comme vous l'avez dit, la Cisjordanie, le Golan et le Sinaï, des programmes de peuplement juif vont être instaurés. Ce qui va créer des colonies de peuplement vont être créées. Donc, ce qui va créer encore plus de tensions
avec les pays de la Ligue arabe, ce qui va mener à la fin de l'été 67 à un réunissement de la Ligue arabe au Soudan. Donc, durant cette réunion, les pays arabes vont réaffirmer leur unité et leur désir de lutte contre l'État d'Israël, qui vont passer par trois principes, donc principe des trois noms, donc qui sont pas de paix avec Israël, pas de négociation avec Israël et pas de reconnaissance d'Israël, qui va mener à une guerre du jour entre l'Égypte et Israël. Ok, donc justement, c'est quand même intéressant que juste après la guerre, il y ait une autre guerre qui se déclenche. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cette guerre d'usure et comment ça se finit, justement? Oui, donc comme je l'ai dit, donc en début 68, une guerre d'usure va donc se déclencher entre l'Égypte et Israël. Donc, une guerre qui va être principalement composée de raids aériens des deux côtés, principalement au niveau des villes égyptiennes du canal de Suez. Donc, en 69, ces raids aériens vont s'intensifier avec le plan de Nasser de vouloir reprendre les territoires perdus, donc le Sinaï, qui va échouer malheureusement face à la riposte israélienne. Qui va viser des structures civiles, par exemple des écoles, ce qui va amener en 70 l'URSS à menacer d'intervenir dans le conflit, ce qui va calmer Israël et l'Égypte, qui vont accepter d'aller à des tables de négociation pour appliquer la résolution 242. Donc la résolution 242, c'est une résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité le 22 novembre 1977, qui globalement demande à Israël de retirer ses troupes des territoires occupés et qui ouvre la question des réfugiés palestiniens. La réunion ne va pas être concluante, ce qui va mener en 1973 à une nouvelle attaque de l'Égypte et de la Jordanie, qui va aussi être concluée par un échec. Dans les mêmes années, on voit le panarabiste être très fragilisé à la fin de la guerre, qui va permettre à l'Organisation de libération de la Palestine, donc l'OPL, de faire valoir sa cause, donc le nationalisme palestinien, à la communauté internationale. L'OPL va donc gagner en puissance durant les années 70, qui vont lancer plusieurs opérations terroristes depuis le Liban en s'inspirant des méthodes de guérilla. Voilà. Ok. Donc oui, juste pour préciser, la guerre dont vous parliez qui se déroule en 73, c'est la guerre du Kippour, c'est ça? Oui, exactement, c'est la guerre du Kippour. Ok. Qui Oui, va, ouais. qui Allez-y, allez-y. va donc se conclure par un échec et qui donc les frontières vont rester inchangées. Ouais. Ce qui va mener plus tard à un pourparler géré par les Américains, entre Ok. l'Égypte et Israël. Justement, ça touche un petit peu à la prochaine question, qui sont les conséquences encore visibles de nos jours de la guerre des 6 jours, hein, en tout cas, les conséquences que la guerre a laissées derrière elle, et justement, quels sont les impacts que ça a pu avoir sur les populations locales, tant israéliennes que palestiniennes, voire arabes dans son ensemble. Oui, donc premièrement, encore aujourd'hui, on voit beaucoup donc cette zone du globe est une source de tension internationale entre les pays arabes et Israël. Encore aujourd'hui, Israël a un contrôle accru sur la Cisjordanie et le plateau du Golan, ce qui a pour effet que le nationalisme palestinien ne peut vraiment s'exprimer, donc ce qui crée une autre source de tension avec les Palestiniens. Donc, de plus, des millions de Palestiniens ont encore du coup, un statut de réfugiés suite à la guerre de 48 ou de 67. Donc, après la guerre des 6 jours, suite à la résolution 242, comme dit précédemment,
un choix a été fait de soit retourner à un État palestinien pour améliorer les conditions de vie des réfugiés, Pour qu'ils ou puissent alors de les retourner intégrer. en Palestine aussi. Pardon? Pour qu'ils retournent en Palestine. Oui, pour qu'ils retournent en Palestine sous un État palestinien, Voilà. ou alors qu'ils soient intégrés aux nouvelles sociétés, aux nouveaux États où ils sont maintenant. Donc, plus généralement, le sentiment palestinien reste très actif aujourd'hui dans les pays arabes aux alentours. L'idée d'un État palestinien reste très présent dans la tête des populations palestiniennes. Ok. Et pour finir, au final, peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu plus des impacts que la guerre des 6 jours a eu sur la politique moderne des pays concernés, c'est-à-dire les États arabes et Israël notamment? Suite à la guerre des 6 jours, donc les blocs d'alliance de la région se sont vus renforcés. Donc, on a trois axes majeurs. Donc, le premier axe qui est États-Unis-Israël, qui suite à la victoire israélienne, ont vu leur alliance être renforcée, notamment par une augmentation des échanges économiques entre les deux pays. On a un deuxième groupe, donc les pays comme l'Égypte ou la Jordanie, donc les perdants de la guerre de 6 jours, qui ont une nouvelle relation plus normalisée avec Israël, donc qui ne cherchent plus forcément à l'envahir. Oui. Ouais, ça apparaît quand même un peu plus tard, les normalisations, quand même, il faut le préciser. Oui, ça apparaît progressivement avec plusieurs pays arabes qui progressivement, avec les années, deviennent de plus en plus réticents à l'idée de contrer Israël. Donc, le dernier bloc d'alliance qui reste, qui sont les derniers pays arabes qui veulent la destruction d'Israël, donc notamment l'Iran et la Syrie. Donc nous pouvons en conclure que les effets à long terme de la guerre des 6 jours sont encore très fortement présents dans les problématiques qui surgissent du conflit israélo-arabe et plus spécifiquement du conflit israélo-palestinien, hein, que ce soit comme on a pu le constater dans la colonisation des territoires occupés, l'impact des mouvements religieux à la fois juifs ou islamiques dans les politiques nationales, ou la popularité du nationalisme palestinien. Sur une autre note, on a aussi le statut de réfugié dont des millions de Palestiniens pâtissent encore aujourd'hui, ou encore les relations israélo-arabes et qui sont à la tendance aujourd'hui de la normalisation. Merci à vous de nous avoir parlé, Xavier Garceau. Pour rappel, vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Orient à l'université Lionel Groulx et plus spécifiquement spécialiste du conflit israélo-arabe. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, ici Ilan Gonkel pour Radio-Canada, et sur ce, bonne soirée à tous les auditeurs.